Nous sommes avec Daouda Sidibé. Bonjour. Oui, bonjour, Emmanuel. Vous êtes le premier adjoint au maire de la commune de Kolda. Le système éducatif de Kolda souffre encore de ses nombreuses classes en abri provisoire. Ils sont estimés à 1450 classes d'après les statistiques de l'inspection d'académie. Quelle analyse faites-vous de cette situation? C'est vrai que les abris provisoires constituent une préoccupation au niveau du département, voire de la région de Kolda. Mais pour ce qui nous concerne, la commune de Kolda, on peut justement dire qu'on n'est pas tout à fait confronté à ce problème d'abri provisoire au niveau des écoles élémentaires de la commune de Kolda. Même si c'est le cas, c'est pas aussi important. En tout cas, au niveau de la commune de Kolda, c'est vrai que nous avons des problèmes de salle de classe par rapport aux effectifs pléthoriques, et ça se comprend également. L'accroissement de la population va aussi avec justement des besoins de construction de salles de classe. Nous en sommes conscients et nous y sommes. Rien que pour l'année dernière seulement, nous avions pu construire 8 salles de classe dans les écoles élémentaires de la commune de Kolda. Les 8 salles de classe, 4 ont été justement construites au niveau des écoles élémentaires et 4 autres au niveau des écoles maternelles. Parce qu'à Kolda, les écoles maternelles sont logées pour la plupart du temps au niveau des écoles élémentaires. D'ailleurs, c'est surtout la petite enfance préscolaire où on constate effectivement des difficultés par rapport à des salles de classe. C'est vrai que le problème existe globalement, mais au niveau de la commune de Kolda, le problème n'est pas aussi accentué que cela. Quelle démarche adoptez-vous au niveau de votre localité pour que les enfants puissent recevoir un enseignement de qualité malgré ces conditions? Pour ce qui nous concerne au niveau de la commune de Kolda, vous savez que l'éducation est une compétence transférée mais partagée. Le maire de la commune de Kolda, Abdoulaye Balde, a comme premier conseil en la matière l'inspecteur de l'éducation et de la formation qui, à la vérité, est en train effectivement de lui donner les très bons conseils dans le secteur. Une autre question relative à l'état civil vient aussi s'ajouter aux maux dont souffre le système éducatif à Kolda. Qu'en est-il dans votre localité? C'est vrai que l'état civil est une problématique. Vraiment une problématique. En tout cas, nous créons les conditions. Un parent qui a un enfant, la première des choses à faire, c'est de venir déclarer l'enfant. D'ailleurs, c'est ce qui crée tout ce problème-là en réalité. C'est la déclaration tardive. Et souvent, certains parents ne déclarent pas leur enfant. Ils attendent que l'enfant soit à l'école et arriver justement à CM2 pour que l'enfant puisse rendre au moins un état civil. Ils viennent maintenant pour les procédures. Et du coup, ça prend du temps. Parce qu'on n'oublie pas que l'état civil est géré par 2 ministères. Il y a également le ministère de la Justice. Une déclaration aussi bien intéressante de mariage, de décès, a un délai légal. Passez ce délai légal-là, vous passez par la justice pour effectivement avoir papier. Vraiment, c'est un problème. Mais en tout cas, au niveau de la commune de Kolda, beaucoup d'efforts sont en train d'être faits. Déjà, au niveau de la sensibilisation, avec les partenaires qui nous y accompagnent, on a effectivement effectué beaucoup de campagnes de sensibilisation. Et aujourd'hui, tous nos délégués de quartier ont des cahiers qui leur permettent effectivement de recenser et de référer tous les habitants de leur quartier, soit qui ont un mariage, qui ont un baptême, qui ont un décès. Parce qu'en réalité, les gens pensent que la question d'état civil est juste pour la question de naissance. C'est vrai que c'est important pour le secteur de l'éducation, mais tous les événements importants de la vie sont actés par un état civil. La naissance, le mariage, le décès, tout cela. Maintenant, concrètement, pour ce qui est des actes de naissance, au niveau de la commune, beaucoup d'efforts sont en train d'être faits pour permettre à nos élèves qui doivent passer l'examen, surtout le CFE et l'entrée en 6e, d'avoir la requête. Et au niveau de la commune, des diligences sont faites en termes de requêtes que nous montons sur pièce et que nous envoyons effectivement au tribunal, que nous suivons la transcription. Vraiment, à ce niveau, on fait beaucoup d'efforts. Maintenant, nous, notre souhait, c'est que ça ne soit pas tout le temps des rattrapages. Parce qu'une requête, c'est une demande d'intégration du risque, mais que les gens puissent se faire à temps réel. Et par rapport à ça aussi, avec des partenaires, nous avions pu développer un système de référence. Dès que la femme accouche dans une structure sanitaire, aussitôt, on envoie le texto au niveau de l'état civil pour dire que dans telle structure sanitaire, tel truc, la filiation du parent, déjà. Au bout de quelques temps, si le parent ne vient pas, pour qu'on puisse effectivement relancer. Tout cela est mis en place. C'est un droit inaliénable pour l'enfant d'être déclaré. Nous avons même en un moment pensé, et d'ailleurs nous y sommes, de créer des centres secondaires d'état civil pour davantage rapprocher le service de population. Au niveau, par exemple, du centre de santé, au niveau de l'hôpital régional, tout cela pour qu'il y ait un centre secondaire d'état civil pour permettre déjà aux parents, avant peut-être de finir les formalités du truc, qu'ils puissent au moins signaler. En attendant maintenant qu'on donne le nom de l'enfant. La déclaration, elle est gratuite. Le volet 1, il est gratuit. Il ne coûte absolument rien. Tout ce qu'on demande, c'est le certificat d'accouchement,
la photocopie de la carte d'identité du papa et de la maman et 2 témoins. C'est fini. Et le volet 1, il est gratuit. À part le volet 1, toute copie dont tu auras besoin aussi, tu payes et on te fait des copies par rapport à ça. Ça fait toujours mal au cœur de voir un enfant arriver au CM2, ne pas passer l'examen parce qu'il n'a pas de connaissance. Quand même, ça, pour moi, c'est même délictuel, quoi. L'enfant n'a aucune responsabilité dans ça. Les parents doivent effectivement éviter cela. On ne connaît pas des problèmes d'inaccessibilité, etc. Mais tout est une question de responsabilité, une question de culture, entre guillemets, j'allais dire. Bon, parce que quand même, c'est inimaginable qu'à l'heure où nous sommes, qu'un enfant puisse naître dans la commune de Kolda sans pour autant être déclaré. L'organisation politique et administrative de votre localité permet-elle une bonne prise en compte des préoccupations des citoyens dans les décisions publiques? Oui, la participation citoyenne a été érigée en principe. Nous créons toutes les conditions pour que les citoyens puissent participer. Je prends juste un exemple, l'élaboration du budget. L'élaboration du budget, on ne se met pas entre 4 murs pour faire le budget, loin de là. Nous allons au niveau des quartiers, à travers des forats de quartier, on revient à travers un forum communal, un débat de budgétaire, bref, où tous les segments de la population, d'abord au niveau quartier, sont impliqués et on remonte également jusqu'au niveau de la commune. Donc vraiment, chez nous, ce problème ne se pose pas. Et encore mieux, nous avons bien entendu mis en place des conseils de quartier. Les conseils de quartier, comme j'aime toujours à le dire, ce ne sont rien d'autre que des conseils municipaux en miniature dans les quartiers, où les populations elles-mêmes s'organisent à travers cet organe-là pour discuter des problèmes du quartier, pour être le relais, bien entendu, du conseil municipal, être le relais du quartier, pour porter certaines questions de développement. Parce que nous savons qu'on a besoin de certaines questions ne peuvent être adéquatement prises en charge que par des structures, ces organes de proximité. Donc bref, en tout cas au niveau de la commune de Kolda, nous faisons beaucoup d'efforts dans ce cadre-là. Et la preuve la plus palpable, au niveau de la commune de Kolda, dans tous les 15 quartiers, on a un conseil de quartier. Hormis les délégués de quartier, nous avons un conseil de quartier. Et ces conseils de quartier sont à chaque moment convoqués pour venir justement prendre part aux réunions du conseil municipal. Et même des fois, on leur fait une dérogation qui consiste à leur donner la parole en session du conseil municipal. Et tout le monde sait que les textes, le code l'autorisent pas. Nous, on tolère, parce qu'on se dit qu'il faut avoir une compréhension intelligente des textes. Quand on a une participation citoyenne, naturellement, il faudrait aussi leur donner voix au chapitre. Donc, en tout cas, au niveau de la commune, peut-être nous, on est peut-être un peu ma part pour dire que nous faisons bien les choses. Ce serait bien aussi d'avoir l'avis des acteurs de la société civile qui ne vous diront pas le contraire. Et d'ailleurs, nous, à Kolda, on s'en félicite et on se réjouit très sincèrement du fait de l'excellence des relations qu'il y a entre nous, politiques, et la société civile. Parce que chacun de nous a un rôle, a un job. Il doit le faire tout en respectant l'autre. Donc, du coup, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas d'adversité. Chacun est en train de faire ce qui lui revient de droit pour mieux servir les populations. Quelles sont les limites qui réduisent l'impact que peut avoir le maire dans sa communauté? Les limites, bref, vous savez, souvent, certaines compétences. Par exemple, je prends le cas de l'éducation, parce qu'il y a beaucoup de collègues maires qui se plaignent. On dit que l'éducation est une compétence transférée, et souvent, dans le BCI, il y a des constructions qui sont pilotées depuis le ministère de l'Éducation nationale. Et du coup, dans ta commune, tu peux se réveiller un beau jour, voir des constructions par-ci, par-là, sans pour autant que toi, en tant que maire, que tu en sois informé. Et du coup, lorsque l'entrepreneur, entre guillemets, tarde dans les travaux ou se retire, tu as même du mal à mettre la mairie parce que tu ne sais pas en réalité à qui t'adresser. C'est un problème. Vous voyez aussi la question de la gestion des ordures. L'UCG qui est en charge de la question est en train de faire un excellent travail. Mais souvent, ce qui se passe, c'est au niveau de Dakar que les gens gèrent directement le personnel, même au niveau des communes. Donc, du coup, les communes ont un peu les mains liées. Ils n'ont pas effectivement un véritable pouvoir d'action par rapport à tout ça. Or, nous estimons aujourd'hui que pour une territorialisation au sens propre et premier du terme, beaucoup de politiques publiques doivent être gérées par les maires eux-mêmes. Une gestion de proximité pour plus d'efficacité dans les interventions. Autrement, ce sont souvent des problèmes, des difficultés qu'on ne trouve pas par là. Et là, quand même, c'est une préoccupation qui a été tout le temps posée lors de nos rencontres avec le structure administrative, même souvent avec les ministres lors de leurs différents passages. Donc vraiment, sont là quand même quelques limites, parmi tant d'autres aussi. Même la question de l'état civil, c'est vrai qu'on dit que
On a effectivement délégué au maire la mission d'officier d'état civil, mais aussi le maire a des limites. Passer un certain truc, c'est la justice, justement, qui prend en charge le dossier. Donc vous voyez un peu tout ça quand même mérite des réflexions pour que nous ayons effectivement une décentralisation au sens propre du terme. Pour vous, quel doit être le rôle d'un parti politique ancré au niveau local dans la vie de sa communauté? Moi je pense que nos partis politiques ont délaissé une vocation importante, la formation. Un parti politique doit avoir des militants. Il n'est pas un militant qui veut. Un militant est formé. Un militant croit à des idéologies. Mais malheureusement, aujourd'hui, nos partis ont délaissé cette vocation première qui doit être justement le peuple de chaque parti. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, de plus en plus, on assiste en clientélisme. Dans les partis politiques, il y a plus de clients que de militants. Ceux qui même sont dans les partis politiques, ils ne connaissent absolument rien de l'idéologie du parti. Ils sont là parce que tel monsieur est là, et je connais cette personne-là, et s'il n'est pas là, c'est fini. Or, un parti, au-delà des hommes, ça doit être une philosophie, une idéologie, etc. etc. Mais ce n'est plus le cas. Si l'on veut effectivement que les partis politiques puissent jouer le rôle qu'on attend effectivement d'eux, c'est qu'ils puissent former la jeunesse. On organise des réunions, on mobilise, on accueille, on vote. Bref, au-delà de tout ça, il y a ce travail fondamental de la formation du militant. D'ailleurs, ceux qui ont eu la chance de faire les partis de gauche, c'est ce qu'ils disent. La gauche, quand même, c'était des rouges experts. Parce que quand même, qu'ils ne pouvaient pas être quelqu'un de la gauche sans pour autant avoir un certain bagage, sans pour autant avoir une certaine culture. Mais maintenant, amusez-vous à sonder, à taquiner par-ci, par-là, vous verrez qu'il n'y a pas de répondant. Et ça, ce n'est pas peut-être de la faute de ceux-là qui adhèrent dans ces partis-là, mais je pense plutôt que ce sont les responsables qui doivent effectivement répondre de ces manquements-là. Et d'ailleurs, si vous voyez au niveau des partis, pratiquement, dans chaque parti, il y a une école dite du parti. Et l'école du parti, sa vocation, c'est quoi? Sa vocation, c'est de former. C'est de former, de préparer les militants, même à l'exercice du pouvoir. C'est important. Mais très souvent, l'école du parti ne l'est que de nom. Il faudrait effectivement que nous puissions faire la mue des partis politiques si on veut effectivement faire changer ces choses-là.